Comme toujours, c'est avec plaisir que nous vous recevons ici, dans la salle de presse du Palais de la Présidence de la République, pour un exercice auquel nous sommes tous accoutumés et qui sera, je l'espère, utile pour vous, mais surtout utile pour nos compatriotes, pour leur permettre de cerner les enjeux autour des différents faits d'actualité des dernières semaines. Cette conférence de presse intervient après l'allocution du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence M. Brice Clotaire Oligui Nguema, devant le Parlement, réuni en congrès le lundi 15 juin dernier. Ce grand moment républicain a surtout été un grand moment de vérité, de transparence et de communion autour des acquis du chemin parcouru depuis sa prise de fonction, mais également autour des perspectives de développement pour les jours, les semaines, les mois et les années à venir. Cette séquence républicaine a été l'occasion de dresser le bilan d'une première année d'action, mais surtout de rappeler une ambition, celle d'un Gabon qui retrouve pleinement sa place dans le concert des nations, qui transforme son modèle économique, qui améliore durablement les conditions de vie de ses populations et mobilise toutes ses forces vives autour d'un projet collectif de transformation. La première étape de la matérialisation de cette ambition a consisté à restaurer la crédibilité internationale de notre pays. Le Gabon a engagé une nouvelle dynamique diplomatique fondée sur le dialogue, la coopération et la défense de ses intérêts stratégiques. Cette nouvelle posture se traduit déjà par une reconnaissance accrue du rôle et des compétences du pays sur la scène internationale. Cela traduit assurément un changement de perception. Le Gabon entend désormais être un pays qui compte, un pays qui influence, un pays qui contribue aux grandes dynamiques régionales et internationales. Cette restauration de la crédibilité accompagne une transformation plus profonde, celle de notre modèle économique. Le président de la République a affirmé une orientation. Le Gabon doit passer progressivement d'une économie principalement fondée sur l'exportation de matières premières à une économie qui sait créer de la valeur localement par la transformation de nos ressources stratégiques, notamment le manganèse, avec une volonté affirmée d'aller davantage vers la transformation locale afin de créer sur le territoire national plus d'activités industrielles, plus de compétences et, in fine, plus d'emplois. Mais cette transformation repose également sur la diversification économique. Le Gabon entend désormais investir dans des secteurs porteurs comme les infrastructures de transport, l'agriculture, le numérique, l'énergie et les industries de transformation. Dans le domaine agricole, les résultats enregistrés au cours de la première année de magistère du président de la République traduisent le ferme engagement de faire de l'agriculture un véritable moteur économique et un levier de souveraineté alimentaire. Des outils structurants ont été mis en place, avec notamment la construction et l'équipement de 2 laboratoires d'analyse des sols, accompagnés d'un système d'information géographique, la réhabilitation du laboratoire national vétérinaire, la constitution de la première base de données juridiques sur le foncier agricole, ainsi que l'adoption de textes réglementaires sur les semences végétales et d'un dispositif normatif sur les pesticides. Une étape importante a également été franchie avec l'adoption en comité interministériel d'une loi cadre sur la sécurisation sanitaire des produits alimentaires. Sur le terrain, l'État a renforcé les capacités de production avec la distribution de 145 tracteurs et équipements agricoles sur l'ensemble du territoire national et le déploiement de 91 véhicules au profit de l'administration sectorielle. La structuration des filières prioritaires avance également. L'ESFAG a permis la création de la première base de données de référence de la filière avicole nationale. Le plan opérationnel d'urgence pour la filière avicole, adopté en Conseil des ministres, représente un investissement de 120 milliards de francs CFA sur 2 ans. Il s'accompagne de la sélection de 150 fermes avicoles nationales, de la création et du lancement de la Société agro-pastorale du Gabon, ainsi que d'un renforcement massif des moyens publics
avec un budget du ministère de l'Agriculture porté à 81 milliards de francs CFA en 2026, soit 4 fois supérieur à ce qui nous a été donné de constater au cours des années précédentes. C'est historique et cela témoigne à suffisance de la forte ambition que nous avons en la matière. Cette transformation économique, mesdames et messieurs, ne peut cependant réussir sans infrastructures adaptées. C'est pourquoi un effort majeur est engagé dans le domaine des transports et particulièrement dans les infrastructures routières. Aujourd'hui, ce sont 1886,40 km de routes qui sont en cours d'aménagement à travers le pays. Parmi les principaux chantiers figurent notamment Ovan-Makokou sur 97 km, Oyem à Sormedzang sur 36 km, Mwanda-Bakumba sur 33,4 km, Ntoum-Kokobi sur 83 km, ainsi que le tronçon PK24-PK105 de la Transgabonaise, long de 81 km. Le lancement des travaux d'aménagement de l'axe Alembe-Carrefour-Leroy-Mikouyi sur 306 km constitue également un chantier stratégique pour renforcer la circulation des biens, des personnes et, in fine, des opportunités économiques. Ces investissements ont déjà un impact social direct, avec plus de 6 289 emplois directs créés dans les 9 provinces du Gabon. Parallèlement, l'État a renforcé ses capacités d'intervention avec l'acquisition de 167 matériels neufs de génie civil pour les 21 unités territoriales, l'entretien permanent de 446,46 km de routes non revêtues, la réhabilitation de 27 ponts en bois et la réalisation d'opérations de sécurisation routière sur plusieurs axes. La transformation économique, mesdames et messieurs, vous l'aurez deviné, n'a de sens que si elle améliore concrètement la vie des populations. C'est pourquoi le président de la République place la dimension sociale au cœur de son projet pour notre pays. Dans le domaine de la protection sociale, une avancée majeure a été franchie avec le lancement du Fonds 4 depuis le 2 février 2026, qui permet désormais d'étendre la couverture maladie aux travailleurs indépendants et aux assurés volontaires. Cette réforme participe à la refondation progressive du modèle social gabonais avec l'objectif de construire une protection plus inclusive. Dans le secteur de la santé, plusieurs actions concrètes ont été réalisées. 14 blocs opératoires et de réanimation ont été réhabilités. Des scanners ont été livrés et installés à Port-Gentil, Koulamoutou, Mouila, permettant de réduire les déplacements coûteux pour les patients. Le système sanitaire a également été renforcé avec le déploiement de 268 médecins généralistes sur l'ensemble du territoire, le recrutement de 400 médecins et sages-femmes, ainsi que la formation de 200 agents de santé communautaire dans 7 départements. Sur le plan administratif, 403 agents ont été mis en stage et 514 agents ont été mis en solde entre mai 2025 et avril 2026, dont 139 entre janvier et avril 2026. La lutte contre la vie chère demeure également une priorité. Plusieurs mesures ont été engagées afin de renforcer la régulation économique et protéger le pouvoir d'achat des ménages, notamment avec la création de la centrale d'achat du Gabon. En plus de la centrale d'achat, la suspension de la TVA sur certains matériaux de construction, la prorogation de la suspension des droits et taxes sur certains produits de grande consommation et le renouvellement de la mercuriale pour 6 mois témoignent là encore de la volonté du président de la République d'alléger le poids de la vie sur le portefeuille des Gabonaises et des Gabonais. L'amélioration des conditions de vie passe aussi par l'accès aux services essentiels. Dans le domaine de l'eau et de l'électricité, l'État se mobilise avec vigueur. Il se mobilise d'une part sur l'urgent et d'autre part sur le structurant. Face aux difficultés rencontrées par nos compatriotes relatives à l'accès à l'eau, sous l'impulsion du président de la République, il a été décidé du déclenchement d'un état d'urgence hydrique. Derrière cette mesure, par laquelle les forces de défense et de sécurité sont mises à contribution, ainsi que des partenaires recensés et identifiés à l'effet de la distribution de l'eau sur la base de tarifs revus à la baisse, il faut voir l'engagement du chef de l'État de tout mettre en œuvre, d'adopter toutes les options disponibles et possibles
pour réduire les difficultés auxquelles les ménages gabonais sont confrontés, cela en attendant la livraison de chantiers beaucoup plus structurants qui nous permettront progressivement de sortir du tunnel sur cette question de la fourniture de l'eau. De manière globale, concernant la fourniture de l'électricité cette fois, le constat des difficultés n'a pas empêché le déploiement de l'action publique. Ainsi, on peut noter la mise en service de la ligne électrique Bikele-Nkok sur 11 km, permettant d'alimenter plus de 3000 ménages, l'accroissement de la capacité de production du Grand Poubara, porté à 160 MW, la réhabilitation de 298 points lumineux dans le Grand Libreville, l'installation de 30 groupes thermiques diesel dans 16 localités de notre pays. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, le président de la République se rendra la semaine prochaine à Paris, en France, dans le cadre d'une visite d'État à l'invitation du président Emmanuel Macron. Ce sera l'occasion pour les deux chefs d'État de faire le point de la coopération bilatérale entre nos deux pays et surtout de faire le suivi des accords signés à Libreville au mois de novembre dernier lors de la visite d'État du président français sur notre sol. Comme vous le savez également, le Gabon et la France entretiennent des liens solides, des liens profonds. La coopération entre nos deux pays a été refondée de commun accord pour privilégier davantage une logique gagnant-gagnant et mutuellement bénéfique pour nos deux peuples. Enfin, mesdames et messieurs, au-delà de toutes les réalisations que l'on pourrait citer, secteur par secteur, le président de la République n'a de cesse de nous rappeler une conviction fondamentale, celle qu'aucune transformation nationale ne peut réussir sans la mobilisation de tous. Le changement du Gabon ne repose pas uniquement sur les investissements publics, les infrastructures ou les réformes institutionnelles. Il repose également sur un changement de mentalité, sur une nouvelle culture de la responsabilité, du travail et de l'engagement citoyen. La transformation du pays appelle une implication plus forte de toutes les composantes de la nation, les institutions, le secteur privé, la société civile et chaque citoyen en particulier. La démocratie ne se limite donc pas aux échéances électorales. Elle repose aussi sur la participation quotidienne à la construction nationale. Une dynamique est donc engagée. Le Gabon restaure sa crédibilité internationale, le Gabon transforme son économie, le Gabon investit dans ses infrastructures et dans son capital humain, le Gabon prépare un modèle social beaucoup plus inclusif. Cette transformation est un chantier collectif, elle nécessite de la constance, de l'engagement et la mobilisation de tous. C'est ensemble que nous construisons un Gabon plus souverain, plus prospère et plus juste. Je vous remercie pour votre aimable attention et je me tiens tout naturellement à votre entière disposition pour répondre à toutes vos questions éventuelles. Je voudrais savoir, avant le départ du chef de l'État, quel est le bilan des accords signés à Libreville à ce jour? Et une question locale, j'imagine que vous le savez et vous avez dans votre propos liminaire énoncé le fait que beaucoup d'infrastructures sont en train d'être sorties de terre dans tout le Gabon. Et vous le savez mieux que moi, il y a des richesses que d'hommes et il se trouve, je pense que vous le savez, que beaucoup de centres de formation professionnelle éprouvent d'énormes difficultés actuellement, même le centre Basile Ondimba. Qu'est-ce que vous, au niveau de la présidence, ou du moins qu'est-ce que le président, dont vous êtes le porte-parole, pense de cette situation au moment où on demande plus de main-d'œuvre qualifiée pour des secteurs qui sont en chantier? D'accord. Sur les accords signés avec la France au mois de novembre 2025, je fais exprès de rappeler la date parce que ces accords connaissent un début de mise en œuvre. Et d'ailleurs, la visite d'État du président de la République en France s'inscrit dans la continuité de celle effectuée par le président Macron au Gabon. Il est question pour les deux chefs d'État de faire un suivi au haut niveau, un suivi de ces différents accords. Vous les connaissez, on n'a pas besoin d'y revenir ici. Sur la question de la transformation locale du manganèse, c'est une affirmation forte et une volonté forte du Gabon. Parmi les exemples,
Vous avez suivi l'actualité. Au Kenya, les deux chefs d'État, toujours dans cette dynamique de discussion et de dialogue permanent, ont échangé. Il se trouve qu'aujourd'hui, un accord a été trouvé pour assurer, garantir non seulement la transformation locale sur place, avec le concours de l'opérateur français Eramet, mais aussi et surtout de tenir les délais qui avaient été fixés par la partie gabonaise, c'est-à-dire 2029. Donc au 1er janvier 2029, le manganèse gabonais ne sortira plus du Gabon sans avoir été transformé localement, sans avoir créé des emplois localement. Donc, c'est une continuité. Les discussions se poursuivent, les consultations se poursuivent. C'est l'objet de ce déplacement du président de la République, s'assurer du suivi. Il y a d'autres éléments que l'on pourrait évoquer, celui par exemple sur la situation du camp de Gaulle. À ce stade, la partie gabonaise attend que le titre foncier relatif donc au camp sur lequel est érigé le camp soit transféré à la partie gabonaise, après quoi un nom, le nom sans doute d'un général gabonais sera identifié et attribué à ce nouveau camp qui sera donc dédié à la formation de nos forces de défense et de sécurité. Donc les discussions se poursuivent, le dialogue se poursuit. Sur la question des centres de formation professionnelle, je vais élargir un peu le spectre, parce que vous avez parlé de capital humain, et le capital humain, c'est un spectre qui est assez large. C'est l'éducation nationale, c'est l'enseignement supérieur, c'est les centres de formation professionnelle. Nous avons, dans l'actualité récente, des éléments éloquents, je pense, qui témoignent de l'attachement que le président de la République a à la formation des Gabonaises et des Gabonais. Pour ce qui est du capital humain, 13 milliards de francs CFA investis sur l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur publics pour s'assurer que non seulement nos enseignants travaillent dans de bonnes conditions, mais aussi que nos jeunes soient formés, eux aussi, dans de bonnes conditions. Accroissement, pour certains établissements, doublement des capacités d'accueil. Je pense à l'USTM, je pense à IUSO, je pense même à l'UOB, au niveau université, au niveau de laquelle des travaux ont aussi été réalisés en termes d'accroissement des capacités d'accueil, notamment au niveau du campus. Donc c'est autant d'efforts qui témoignent de la volonté du président de la République de s'appuyer sur le pilier du capital humain pour porter son projet de société, parce que, redisons-le, l'œuvre de développement du pays est une œuvre collective, et c'est sur les Gabonaises et les Gabonais que l'on compte pour porter cette œuvre-là. C'est d'ailleurs ces efforts en matière de capital humain qui ont fait que le président de la République a récemment été élevé à la plus haute distinction des palmes académiques du CAMES, donc Grand Croix des palmes académiques du CAMES. C'est en reconnaissance de l'ensemble de ces efforts. Sur les éléments spécifiques des centres de formation professionnelle, je n'aurai pas d'éléments détaillés à vous communiquer séance tenante. Vous aurez le loisir de vous rapprocher des administrations spécialisées et dont c'est la compétence directe, mais naturellement, nous reviendrons avec beaucoup plus d'éléments détaillés vers vous pour vous fixer quant à ce qui se fait par rapport à la formation professionnelle spécifiquement parlant. Alors j'ai deux questions. La première, par rapport à la conférence internationale des chefs d'État qui s'est passée en N'Djamena, au moment où le Gabon traverse une situation d'urgence hydrique. Quels sont les principaux enseignements qu'on peut tirer de la participation du Gabon à ce sommet de haute portée? Ça, c'est ma première préoccupation. La deuxième est relative au sport. Au cours de cette semaine, nous avons connu enfin le nouveau sélectionneur de Panthère. Et une fois de plus, malheureusement, on se rend compte que le choix n'a pas été porté sur une compétence nationale. Que faut-il tirer de cette décision? Je vous remercie. Je vais commencer par la fin. Alors, vous dites une fois de plus, on n'a pas fait le choix d'une compétence nationale. Nous sortons d'une compétence nationale. Avec le coach Thierry Mouyouma, qui, je suppose, a fait du mieux qu'il pouvait, qui a apporté ce qu'il pouvait apporter à la sélection. Il se trouve que son aventure avec la sélection s'est terminée dans des conditions qu'on sait. Nous n'y reviendrons pas. Nous faisons aujourd'hui le choix d'une autre expérience. Les entités de tutelle pourront s'exprimer avec plus d'éloquence que moi sur ce choix spécifique, mais je noterai simplement que nous parlons là de football. Le football, c'est un sport de rencontre. C'est un sport qui rassemble les peuples, qui rassemble les couleurs et les sensibilités. Nous avons fait le choix d'une compétence locale précédemment. Nous faisons aujourd'hui le choix d'une autre compétence et on verra ce que cela nous apportera. Dans tous les cas, toutes les conditions, je pense, seront réunies
pour donner à ce nouveau sélectionneur toutes les chances de réussir. Ce qui intéresse les Gabonaises et les Gabonais, c'est que leur équipe nationale remporte des matchs et remporte des compétitions et procure de la joie à nos différents ménages. Voilà, c'est ça le plus important pour nous. Il n'y a pas de restrictions, il n'y a pas d'interdit. On va chercher la compétence là où elle se trouve et voilà, il ne reste plus qu'à attendre les résultats. Donc ça, c'est sur la question de la sélection du nouveau coach des Panthères du Gabon. Maintenant, sur la conférence de N'Djamena, qui portait sur la thématique de l'eau, il a été question pour le président de la République, d'abord d'expliquer les enjeux des réformes engagées au Gabon par rapport à la question de l'eau, notamment de revenir sur la question de l'état d'urgence hydrique. Le président de la République s'est abondamment exprimé sur la question pour rappeler que, au-delà des défis structurants, nous ne pouvons pas nous permettre aujourd'hui de continuer de priver les Gabonaises et les Gabonais de l'accès à cette ressource essentielle, je dirais même à cette ressource vitale. Donc, toutes les mesures qui doivent être prises pour ménager les Gabonais en attendant que les chantiers beaucoup plus lourds soient livrés seront prises. C'est ça l'esprit de cet état d'urgence hydrique, et ça a été l'esprit de l'intervention du président de la République. Souligner l'importance d'une mobilisation massive, d'une mobilisation de tous les instants des États autour de l'accès des populations à l'eau, une mobilisation qui porte sur les grands chantiers, les grands travaux, mais une mobilisation qui porte aussi sur une disposition d'esprit qui fait que les gouvernants témoignent d'une attention de tous les instants face à la détresse de nos compatriotes sur cette question-là. Récemment, le président de la République a échangé, à titre complémentaire, avec les agents de la SEG. Alors on a entendu beaucoup de choses autour de cette rencontre. On nous a dit, mais oui, mais c'est une énième rencontre, elle ne servira pas à grand-chose, parce qu'au lendemain de cette rencontre, les Gabonais n'auront pas l'eau au robinet. Non. Non, parce que on ne gouverne pas des robots. On gouverne des êtres humains qui ont des émotions. Les situations difficiles que nous vivons par rapport à l'accès à l'eau et à l'électricité, même les agents de la Société d'énergie et d'eau du Gabon vivent ces situations. Nous les vivons tous. Nous les vivons tous. Et donc, à leur invitation, le président de la République est allé à leur rencontre pour échanger avec eux. Et je pense que cette rencontre a été contributive aussi, certes indirectement, dans le déclenchement de l'état d'urgence hydrique, puisque c'est de la bouche de ces agents de la Société d'eau et d'énergie du Gabon que nous avons appris l'existence de circuits parallèles, où on avait des compatriotes, certains qui étaient agents à la SEG, qui prospéraient sur la souffrance des Gabonais en faisant du commerce d'eau. L'État a mis la main sur cette question. Certaines mauvaises langues ont dit, oui, l'État va maintenant vendre l'eau à la sauvette. Non, l'État mobilise toutes les ressources pour faire en sorte que les Gabonais aient accès à cette ressource essentielle. Donc voici la philosophie et l'engagement du président de la République sur cette question. Faire le gros œuvre, mais ne pas négliger les petites fuites également. Parce que partout où la ressource est disponible, il faut la mobiliser pour rendre service aux Gabonais. Parce qu'ils le méritent, parce que c'est dû et parce que c'est ça le rôle de l'État. Alors, la question de RFI. Le président va se rendre en France. Si vous pouvez nous dire qui accompagne le chef de l'État et pour jouer quel rôle, est-ce qu'il y aura des hommes d'affaires et qu'est-ce qui est prévu réellement dans le programme pour que l'on sache qu'est-ce que le président va faire là-bas en dehors de la célébration de la victoire diplomatique. La question de GabonActu.com, dans la tradition bantoue, c'est lorsqu'on accueille l'étranger qu'on balaye le village ou la maison, ou c'est lorsqu'on va vers un village voisin qu'on revêt ses meilleurs vêtements. Traduction, à la veille de ce déplacement, à l'intérieur de la maison, il y a pas mal de petites saletés. Si je peux me permettre de les citer, nous avons les réseaux sociaux qui restent suspendus, avec les conséquences que nous venons de découvrir, les WhatsApp qui sont piratés à cause du recours massif au VPN. Première saleté. Autre saleté, un très haut magistrat qui a tourné fort dans ce pays il n'y a pas très longtemps reste suspendu. Le principal opposant, il est au cachot, détention préventive. Dans la même logique de détention préventive, il y avait l'ancien ministre Vincent de Paul Massassa. 3 ans après,
le coup de la libération, le coup d'État reste encore en détention préventive, pas jugé. Bref, la police aussi ou les services de sécurité ne font pas de cadeaux aux leaders d'opinion qui ne chantent pas dans le même sens qu'ici au bord de mer. Alors, est-ce que ce déplacement n'était pas l'occasion de faire un peu de ménage, de balayer un peu la maison pour que le président y aille avec des vêtements un peu plus propres, comme ceux qu'il avait portés le 30 août? Les vêtements du président de la République sont très très propres, mais ils sont propres de la sincérité de son engagement pour le Gabon. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je dirais sur le principe, c'est que le Gabon n'administre pas ou ne s'administre pas en fonction des intérêts ou des attentes d'un autre pays. Le Gabon s'administre à travers ses différents pouvoirs, à son rythme, selon ses réalités, selon les réalités de l'ensemble de ses lois et de sa loi fondamentale, donc de sa constitution. Et donc ce n'est pas sous la pression des déplacements du chef de l'État à l'étranger que les lignes de la justice vont bouger, parce qu'il n'y a pas de rapport entre les deux. La justice gabonaise, comme la justice française ou la justice chinoise, et la justice de tous les pays du monde, la justice a son rythme, elle a son tempo. Et le tempo de la justice n'est pas le tempo de la politique, et encore moins le tempo des médias. Je sais qu'en règle générale, les journalistes sont impatients, c'est normal, mais la justice, elle sait être patiente, parce que la justice est une question sérieuse, et il faut prendre le temps de bien la rendre. Ça, c'est sur le principe, et malheureusement, je ne peux vous répondre que sur le principe. Je n'ai pas compétence ni vocation à rentrer dans le cœur des dossiers. Vous avez cité le cas de l'opposant Alain-Claude Billy-Binzé, vous avez cité le cas de M. Vincent de Paul Massassa. Oui, nous constatons comme vous qu'ils sont en détention, mais c'est la question de la justice. Nous ne faisons que constater la détention. Et nous n'avons pas de commentaires supplémentaires à faire sur cette question-là. Ensuite, pour ce qui est des réseaux sociaux, nous avions expliqué les enjeux, et non seulement nous, mais aussi, à travers son porte-parole, la haute autorité de la communication, l'intérêt et les enjeux de cette suspension temporaire des réseaux sociaux. Mais depuis lors, il y a eu des avancées. Nous vous avions indiqué il y a quelques mois ici que des agents de la haute autorité de la communication avaient été admis à formation auprès de la représentation régionale de TikTok en Afrique. Nous y sommes revenus plus d'une fois. Il y a un autre élément d'actualité beaucoup plus récent, le fait que le ministre de l'économie numérique a récemment rencontré donc le chef de la représentation régionale de TikTok, avec lequel ils ont échangé autour de cette question. Des avancées, les échanges ont permis d'en arriver à la suppression de certains comptes et de plus de 20 000 contenus jugés nocifs sur cette plateforme. Une plateforme qui répond à certains algorithmes, qui est régie par des algorithmes qui ne sont pas les mêmes et qui n'agissent pas et ne réagissent pas de la même manière d'un pays à un autre. Ça veut dire donc que les pays ont de la marge pour définir quelles sont leurs attentes, quels sont les besoins en termes d'encadrement de leurs citoyens, en termes de régulation des interactions de leurs citoyens. Nous n'avons pas forcé la main à TikTok, nous sommes tombés d'accord avec TikTok pour identifier certains contenus qui, pour nous, étaient problématiques. Et on parle notamment de contenus à caractère sexuel ou de contenus sexualisés, comme pour dire que cette question de la restriction des réseaux sociaux, restriction temporaire, conservatoire, n'est pas qu'une question politique et ne doit pas simplement être appréciée à travers le prisme de la politique. Elle doit aussi, et peut-être même surtout, être appréciée à travers le prisme de l'engagement que nous avons de protéger nos concitoyens, notamment les plus jeunes, qui sont en plein processus de socialisation. Et il va sans dire que ces plateformes d'interaction sociale contribuent, participent grandement à la mécanique de la socialisation de nos jeunes citoyens. Si nous ne regardons pas de ce côté-là, nous allons tout droit dans le mur. Nous ne sommes pas les premiers à le faire, y compris dans la première démocratie du monde, la première puissance du monde. Mais cette question des algorithmes sur la plateforme de TikTok, par exemple, a été évoquée. Donc, nous n'avons pas, là encore, inventé la machine à courber les bananes. Nous constatons simplement qu'il y a eu nécessité à réguler. Ce que nous avons fait, l'œuvre se poursuit et le Gabon est prêt à discuter avec l'ensemble de ces plateformes, à poursuivre cette discussion pour s'assurer que lorsque
la restriction sera totalement levée, nous puissions interagir sur des plateformes beaucoup plus assainies et beaucoup mieux régulées pour le bien de tous. La délégation qui accompagne le président de la République, bien entendu, des gens du monde de la presse, des gens du monde des affaires, parce que cela colle avec les thématiques qui seront abordées dans le cadre de cette visite, de ce déplacement avec les autorités françaises. Donc la délégation gabonaise est solide et elle est très éclectique. Nous n'allons pas vous énumérer dans le détail les différents profils qui ont été retenus, mais nous vous disons simplement que le monde politique, le monde des affaires, le monde des médias est très bien représenté dans cette délégation. Et puis sur place, il y aura des échanges avec différentes composantes de l'aéropage institutionnel de la France. Il y aura des rencontres avec la diaspora gabonaise, un dialogue que le président de la République souhaite ouvert pour permettre à chacun de s'exprimer. C'est une occasion pour ceux qui, peut-être, ont des positions contradictoires avec la dynamique politique impulsée par le chef de l'État, de venir discuter entre Gabonais à bâton rompu pour comprendre quelle est la direction qui est donnée à la transformation du pays, pour relever peut-être certaines carences, peut-être certaines insuffisances, et comprendre les réponses qui leur seront apportées par le président de la République en réaction à cela. Comme vous l'aviez dit, le président de la République a eu à se déplacer à N'Djamena, et en ce sens, ma question serait la suivante. Estimez-vous que le problème de l'eau est un problème beaucoup plus régional qu'on ne le pense, et pas uniquement centré sur le Gabon? Et pour ce qui est de ma deuxième question, elle portera donc sur la visite en France. Quelle est aujourd'hui la dimension de cette visite et quels accords concrets les Gabonais, et notamment les jeunes, peuvent-ils espérer voir se traduire dans leur quotidien après cette visite? D'accord, sur la question de l'eau et du caractère régional de la problématique, je pense que l'intérêt même derrière l'organisation de cet événement à N'Djamena, du côté du Tchad, témoigne de ce que la problématique ne se limite pas au Gabon. Nous ne sommes pas les seuls dans la région à avoir des problèmes en termes de fourniture d'eau à notre population. Donc c'est une thématique globale. Le Gabon fait les efforts qu'il a à faire par rapport à sa population. D'autres pays font des efforts qui leur sont propres à leur niveau et en fonction de leur réalité. Donc voilà, il est question aussi de créer des synergies dans l'identification des problèmes et dans l'identification des solutions. C'est l'enjeu de ce genre de rencontres. Maintenant, sur les accords, en fait, les accords, nous les avons énumérés, vous les connaissez, des accords qui sont pour le moins essentiellement économiques. Vous parlez de la jeunesse gabonaise. Lorsqu'on parle du manganèse, c'est vrai que ça peut paraître un peu lointain pour nos jeunes qui sont dans les quartiers, mais la transformation locale du manganèse, parce qu'on est jeune jusqu'à 35 ans, et jusqu'à 35 ans, donc on est dans la fleur de l'âge, comme on dit. Quand on parle de création d'emplois, cela profite directement aux jeunes Gabonais. Jeunes Gabonais dont on va s'assurer qu'ils soient aussi également bien formés pour assumer donc de se positionner sur l'ensemble des maillons de la chaîne de valeur du manganèse, des maillons qui vont être situés désormais en local, avec le concours du partenaire français Eramet. Donc dans tous les cas, la jeunesse gabonaise bénéficie des retombées de tous les accords signés, non seulement dans le cadre de ce déplacement du chef de l'État en France, mais par rapport à tout ce qui se fait dans ce pays, puisque la question de la jeunesse, en fait, est une question transversale. Lorsqu'on parle de questions d'économie, lorsqu'on parle de questions de santé, lorsqu'on parle de questions d'entrepreneuriat, de diversification économique, d'infrastructure, la jeunesse se retrouve dans l'ensemble de ces thématiques, parce qu'elle est la principale bénéficiaire des retombées, et parce qu'elle est le composant majoritaire de notre population. Je crois un peu plus de 70% des Gabonais sont jeunes, donc entre 15 et 35 ans. Devant le Parlement, réunion au Congrès, le président a annoncé l'éventualité du vote obligatoire dans notre pays. Cela ne nourrit-il pas davantage le discours sur les dérives d'un régime autoritaire? Ça, c'est pour la première question. Ensuite, on va partir sur le point économique. Alors, les arriérés du Gabon dans le règlement de la dette vis-à-vis de la Banque africaine de développement font craindre une dégradation de la note du pays. Pour certains, elle serait même imminente. Quelle est la réaction de la présidence de la République sur cette éventualité? Et ensuite, la troisième, elle est toujours d'ordre économique. Depuis plusieurs mois, le FMI évoque un accord avec le Gabon. On ne sait toujours pas où on est cet accord. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur l'état d'avancement des négociations? Merci. Sur la première question, celle du vote obligatoire. Donc le 15 juin dernier, vous l'avez rappelé, le président de la République était devant les honorables députés et les vénérables sénateurs pour faire le point de l'état de la nation.
Et il a effectivement évoqué la question d'une nécessaire réflexion sur l'éventualité du vote obligatoire. En fait, cette annonce s'inscrit dans une suite logique. Quand je dis qu'elle s'inscrit dans une suite logique, c'est parce que depuis la prise en main du pays par le président de la République, sur les questions politiques, il y a un mot-clé. Le mot-clé, c'est la participation. La participation. La participation à travers l'organisation du dialogue national inclusif à Ngondje, la participation à travers le mode d'adoption de notre nouvelle loi fondamentale, qui a été adoptée par voie référendaire. Donc la participation. Le président de la République, sur les questions politiques, promeut la participation et l'inclusion de tous. Sur cette question spécifique maintenant du vote obligatoire, je commencerai par noter que le Gabon ne serait pas le premier ni le seul. Je crois que la planète compte une vingtaine de pays dans lesquels le vote est obligatoire. Je pense à l'Australie, je pense à la Belgique, je pense à la Grèce, je pense au Luxembourg et à plus d'une autre dizaine de pays dans lesquels le vote obligatoire, les uns et les autres se différenciant par les sanctions qui sont assorties à cette obligation lorsqu'elle n'est pas respectée. Mais je vous parlais de participation. Lorsque l'on parle du vote obligatoire, c'est pour emmener les Gabonais à s'impliquer davantage. S'impliquer davantage dans la définition de l'avenir du pays. C'est ça l'enjeu. Au-delà des étapes que je vous ai énumérées, il était question aussi de mettre un terme à certains désordres en matière politique, notamment avec l'adoption de la loi sur les partis politiques, qui a fait grincer des dents, mais pour les mauvaises raisons. Nous avions par le passé 104 formations politiques dans notre pays. La majorité d'entre elles étaient inconnues au bataillon, inconnues sur le terrain, absentes de la réalité des Gabonais, mais surtout, et c'est le plus grave, absentes de la plupart des joutes électorales. Je rappelle quand même que la vocation d'un parti politique, c'est d'aspirer à l'exercice du pouvoir. Et donc, il a été question pour l'État de mettre de l'ordre, de rationaliser, de clarifier, pour que les Gabonaises et les Gabonais voient un peu plus clair dans le jeu politique. Mais une fois qu'on voit plus clair, mais il faut que l'on s'impose de choisir. Il faut que l'on s'impose de choisir. On peut avoir tous les avis que l'on veut sur la manière dont le pays est géré, sur la manière dont il aurait pu ou n'aurait pas pu être géré, mais encore faut-il se donner la possibilité de choisir. Et le président de la République veut que tous les Gabonais se sentent concernés lorsqu'on parle de l'avenir du pays. C'est ça l'enjeu. Et donc, parce qu'on est tous concernés, il faut que l'on puisse tous choisir. Voilà. Donc, il n'y a pas de dérive autoritaire au Gabon, non. Au Gabon, il y a un chef d'État qui est conscient de l'autorité que lui confère la Constitution pour remettre de l'ordre dans le quotidien des Gabonais. Et aucune dynamique de progrès ne peut prospérer dans le désordre. C'est ça l'enjeu. Ça, c'est sur la question du vote obligatoire. Sur la question des échéances, enfin de la dette contractée auprès de la Banque africaine de développement, donc la BAD. Effectivement, le Gabon, en toute transparence, nous le disons, le Gabon enregistre un certain nombre d'arriérés. Il me semble que le montant de ces arriérés s'élève aujourd'hui à un peu plus de 30 milliards de nos francs. Et le Gabon, je ne sais pas si ce sera un scoop pour vous, mais le Gabon a suspendu le règlement de certaines de ces échéances. Et je vais vous expliquer pourquoi. Pour la simple et bonne raison que cette dette a été contractée pour le financement de certains projets stratégiques pour notre économie. Des projets stratégiques qui n'ont pas abouti, pour lesquels nous n'avons aujourd'hui pas de résultats. Je pense au projet Piepal, qui est un échec. Le président de la République a expliqué, là encore devant la représentation nationale, en quoi ce projet était un échec. Nous avons tous expérimenté le démarrage de ce projet. Nous avions des rues entières qui étaient cassées pour mettre de la tuyauterie avec la promesse que l'eau arrive. Mais l'eau n'est jamais arrivée. L'eau n'est jamais arrivée. Et pourtant, des milliards, plus d'une centaine de milliards de francs CFA ont été engagés pour ce projet, qui aujourd'hui est un échec. Et nous nous retrouvons dans des situations telles que nous sommes encore contraints aujourd'hui d'adopter l'état d'urgence hydrique. Donc il n'y a pas d'eau. Il n'y a tellement pas d'eau que pour exactement le même objet,
nous avons engagé 120 milliards de francs CFA supplémentaires avec Suez pour réaliser la même chose. Donc, le choix est vite fait. Le président de la République, je vous l'ai dit, tient à régler les problèmes des Gabonais. Est-ce que nous continuons de payer pour un projet qui est un échec, en attendant les Gabonais continuent de souffrir du manque d'eau dans les quartiers, ou alors nous privilégions le fait de régler progressivement la question de l'accès à l'eau en attendant de payer nos échéances? Parce que les échéances, nous savons les tenir. L'État gabonais est un État responsable, et d'ailleurs, il vous souviendra que dans la période de la campagne de 2025, le Gabon avait soldé l'ensemble de ses échéances. Il était à jour. Preuve que nous avons la capacité de tenir nos engagements. Sur la fin de l'année 2025, il vous souviendra que 2 enveloppes majeures ont été décaissées pour la BAD. L'une, je pense, d'un peu plus de 12 milliards de francs CFA, et autour de novembre-décembre 2025, une autre de 24 milliards de francs CFA. Donc l'État gabonais tiendra ses engagements, mais l'État gabonais tient d'abord à ce que les Gabonais aient de l'eau. Les Gabonais ne boivent pas les notes, les délibérations des agences de notation. Les Gabonais veulent avoir de l'eau au robinet, et c'est ça la priorité du président de la République. Un autre projet, un autre exemple de projet, celui du tronçon Ndende-Doussala, dont la vocation était de connecter le Gabon à notre République sœur du Congo. Où en est le chantier aujourd'hui? Et d'autant plus qu'il y a quand même une forme d'injustice par rapport à ça. Nous sommes prélevés alors que les chantiers n'avancent pas. Les résultats ne sont pas là. Qu'est-ce qu'on fait? On continue de perdre de l'argent pour des chantiers qui ne prospèrent pas et qui ne profitent pas aux Gabonais? Ou alors on décide de se concentrer sur nos priorités avec l'assurance que derrière, dans tous les cas, nous tiendrons nos engagements. Désolé d'être long, mais vous avez posé 3 questions. Enfin, la 3e question, justement, sur l'accord avec le Fonds monétaire international. La première chose que je dirais, c'est qu'il faut casser ce narratif du Fonds monétaire international comme pourfendeur des économies africaines. Non. Le Fonds monétaire international fait partie des institutions de Bretton Woods. Ces institutions de Bretton Woods auxquelles le Gabon est partie, le Gabon est signataire. Le FMI est le principal conseiller financier des économies des pays qui ont souscrit aux institutions de Bretton Woods. Pourquoi, alors que nous sommes dans une phase de transformation de notre économie, nous allons nous priver de cette expertise? Ce serait absurde. Dans ce cas, il aurait fallu ne pas signer. Mais nous avons signé et nous bénéficions aujourd'hui de l'accompagnement du FMI. Mais cet accompagnement du FMI, qui se traduira par un accord, l'accord porte sur quoi? D'abord, c'est un accord qui s'inscrit dans le cadre des mécanismes de crédit, les mécanismes élargis de crédit. Les mécanismes élargis de crédit, c'est quoi? C'est la mise en œuvre de certaines réformes assorties de certains décaissements. Des décaissements qui servent, d'une part, à financer le budget de l'État, et d'autre part, accessoirement, de régler la question des réserves de change. C'est une vraie thématique dans notre région d'Afrique centrale aujourd'hui. Donc c'est ça la nature de l'accord qui va être signé avec le FMI. Ce qui est différent d'autres types d'accords où on s'assure simplement du respect de certaines réformes. Là, il est question de mettre en œuvre des réformes, de promouvoir davantage de transparence dans la gestion des deniers publics et de bénéficier à la clé de certains décaissements qui vont nous permettre d'atteindre les objectifs que je vous indique. Parallèlement à l'imminence de cet accord avec le FMI, je note que le ministère de l'économie effectue en ce moment un audit de la dette, parce que la question de la dette est aussi importante lorsqu'on parle de l'accord avec le FMI. Il y a un audit en cours mené par le ministère de l'économie sur la dette, et une fois que les chiffres en seront connus, nous pourrons être davantage situés quant à la portée et à la nature profonde de cet accord avec le Fonds monétaire international. Monsieur le porte-parole, je voudrais revenir sur une situation qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive sur la question de l'île Mbani. Jusqu'à présent, le Gabonais veut savoir à quel niveau de la situation. Merci. À ce jour, je vous rassure, le drapeau gabonais flotte toujours sur l'île Mbani. Les autorités des 2 pays et au plus haut niveau, les chefs d'État des 2 pays ont plus d'une fois assuré que la solution à cette
question, au-delà de la décision rendue par la Cour internationale de justice, qui ne tient peut-être pas compte de la réalité, de la proximité de nos peuples et de la profondeur de nos relations. Donc au-delà de la décision juridique, il y a une volonté commune de la partie équato-guinéenne et de la partie gabonaise de trouver un accord qui ménage les intérêts de chacune de ces deux parties. Donc une médiation a été ouverte avec le concours de l'Union africaine. Ce sont des choses qui prennent du temps, ce sont des questions de souveraineté. Nous ne sommes pas pressés. Il n'y a pas d'enjeu de vie ou de mort. C'est un pays frère avec qui nous avons de très bonnes relations et sur la base de cette fraternité et de la qualité des relations que nous avons avec eux, eh bien une solution sera trouvée et lorsqu'elle sera trouvée sous le leadership des deux chefs d'État, eh bien cette décision sera connue du grand public. Mais il n'y a pas péril en la demeure sur la question de l'île Mbagné. Nous sommes deux pays qui sommes très attachés à ces quelques bouts de terre. Voilà. J'ai une question d'ordre social. Il y a 48 heures en arrière, les Gabonais faisaient la découverte d'un vendeur à la sauvette qui vendait de la nourriture impropre à la consommation. Mais d'un autre côté, les Gabonais assistent à une bataille de chéris entre le directoire de la Gaza. Quel est le commentaire, sinon, quelle est la position de la présidence de la République? Merci. La position de la présidence de la République est très simple. Je veux dire, il y a des lois dans ce pays, il y a des règlements dans ce pays, il y a des normes aussi à respecter. Et c'est justement la mission de la Gaza de s'assurer du respect de ces normes, notamment en matière alimentaire. Et donc, nous comptons simplement sur la Gaza pour faire son travail, au-delà de ce cas spécifique que vous citez, mais nous comptons sur elle pour poursuivre son travail de manière à assainir l'ensemble des pratiques que l'on observe dans le domaine de la restauration, dans le domaine alimentaire au Gabon, parce que c'est une question de santé publique. Donc il n'y a pas d'autre commentaire à faire à cela. La Gaza est simplement encouragée à poursuivre son œuvre et à le faire pour le bien-être des Gabonaises et des Gabonais. Maintenant, sur les relations entre le management de la Gaza et le syndicat de cette même entité, nous n'avons pas de commentaire particulier à faire sur la question. Le jour où des décisions devront être prises, ces décisions seront prises, elles s'appliqueront à tout le monde. C'est comme ça. Le Gabon a joué un rôle actif le 15 juillet à Bruxelles lors de la réunion du bureau du Conseil des ministres de l'OACP. En tant que coordinateur de l'Afrique centrale, quelles retombées concrètes le président Oligui Nguema attend-il pour le Gabon et la sous-région de cette implication renforcée dans la réforme de l'OACP et la mise en œuvre de l'accord de Samoa? Merci. Oui, bon, vous touchez là à une question qui en même temps est large et en même temps est profonde. Dans tous les cas, cela participe déjà de la volonté du Gabon de se réaffirmer comme une puissance d'influence. Je vous le disais dans le propos liminaire que je viens de vous livrer, c'est simplement ce qu'il faut retenir, au-delà des retombées concrètes, parce que les retombées concrètes ne se mesurent que sur le temps. D'autant plus qu'il s'agit là d'un organisme fédérateur de plusieurs pays, et donc il y a une partie de cet engagement qui dépend de nous et de nos propres efforts, et le reste de nos partenaires. Et donc, il faut s'attendre à des retombées, oui, mais sur le long terme. En tout cas, ça a été l'occasion pour le Gabon de marquer, parmi d'autres choses, son grand retour sur la scène internationale, d'affirmer qu'il a changé, qu'il est différent, et qu'il est prêt à prendre part à toutes les dynamiques économiques, sociales, politiques qui emmènent les pays du monde à interagir autour de problématiques qui nous sont communes et partagées. Quel est le sort que le président de la République a prévu pour ce monsieur, cet architecte qui est censé livrer le chantier à la date du 16 août si les délais ne sont pas respectés? Ensuite, ma deuxième question est celle-ci. Monsieur le porte-parole, plus d'un an après le début de la Ve République, quelles réformes le gouvernement considère-t-il comme le plus important et quelles sont les prochaines priorités pour améliorer le quotidien des Gabonais? Merci. Alors, sur la première question, bon, nous avons tous vu cette vidéo qui était relayée par les médias nationaux
et par les différentes plateformes. Non, le président de la République ne réserve pas de sort à qui que ce soit, parce que ce n'est pas son rôle. Le président de la République a simplement rappelé des faits et des principes. Ce chantier a été intégralement financé à hauteur de plus de 8,5 milliards de francs CFA. C'est beaucoup d'argent. C'est votre argent. C'est l'argent des Gabonaises et des Gabonais. Et quand on engage une telle somme qui appartient à des Gabonaises et aux Gabonais, il faut un minimum de sérieux. Il faut s'assurer que les chantiers soient livrés et qu'ils soient livrés dans les règles de l'art. Le 16, c'est le 16, mais nous savons tous que ce chantier ne sera pas achevé le 16. Le président de la République le sait. Le chantier ne sera pas achevé intégralement le 16. En revanche, 300 millions de francs CFA supplémentaires de votre argent ont été engagés pour que la structure soit au moins présentable pour les festivités du 17 août. Nous attendons la livraison de ce chantier depuis plus de 2 ans. Donc 300 millions supplémentaires ont été engagés, mais cette fois-ci avec d'autres petits opérateurs, pour qu'au moins la façade soit achevée et que l'on puisse accéder au moyen d'un ascenseur au musée, qui est donc compris dans ce monument Georges Damas Aleka, qui, du fait même du nom qui est le sien, est un monument symbolique, un symbole fort, celui de notre hymne national. Donc le président de la République a fait confiance à l'expertise nationale. Ce n'est pas l'expertise nationale qui est remise en cause ici, pas du tout. C'est un cas particulier, et pour ce cas particulier, il y aura des mesures. Le président de la République l'a annoncé, c'est une question qu'il prend très au sérieux. Et donc, ce qui se passera après le 16, c'est que l'entrepreneur qui a bénéficié de l'attribution initiale du projet sera présenté devant la justice gabonaise et devra répondre. C'est aussi simple que ça. Voilà. Maintenant, sur votre dernière question, qui est une question un peu globale et générale, la priorité pour le président de la République, c'est de s'assurer que les Gabonais vivent bien dans leur pays, qu'ils puissent manger à leur faim, qu'ils puissent avoir accès à l'eau, qu'ils puissent avoir accès à l'électricité. Donc, c'est la question de la vie chère. C'est prioritaire pour le président. Avec la question de la vie chère, la question des infrastructures, notamment la question des transports, qui a une incidence sur la vie chère. Et vous savez laquelle? C'est une question prioritaire pour le président de la République. La question de l'aménagement du territoire de manière beaucoup plus large. La question de la transformation de notre économie avec les retombées en termes d'emploi. Donc voici autant de questions qui sont prioritaires et qui vont continuer de définir les priorités des prochains mois, des prochaines semaines, des prochaines années du mandat. Le président de la République l'a rappelé, il a été élu pour un mandat de 7 ans. Je crois qu'en toute honnêteté, si même le président de la République décidait de se retirer maintenant après 1 an de magistère, chose extraordinaire, mais si même il décidait de se retirer au bout d'1 an, personne ne pourrait dire qu'il n'a rien fait pour ce pays. Personne. En tout cas, personne de sain d'esprit. Voilà. Nous sommes à un point d'étape, nous ne sommes pas à un bilan. Et au bout de cette première année de magistère, le président de la République a beaucoup fait. Il a beaucoup fait. Il a mis le pays en chantier. Vous avez demandé un bâtisseur, le bâtisseur, vous l'avez. Et le bâtisseur va continuer de bâtir jusqu'à la fin de ce mandat. Et mandat au terme duquel on pourra faire les comptes et décider, ou pas, de lui accorder une autre chance pour continuer son œuvre. Voilà, mesdames et messieurs, merci beaucoup d'être venus si élégamment vêtus à cette énième conférence de presse. Ça a été un plaisir pour le département communication de la présidence de la République de vous entretenir de toutes ces questions qui intéressent le quotidien des Gabonaises et des Gabonais. Naturellement, et comme d'habitude, nos échanges se poursuivent en dehors de ce cadre. Nous sommes à votre disposition, parce que c'est notre rôle, pour répondre à l'ensemble de vos questions intéressant l'actualité du président de la République et de la présidence de la République. Merci à vous, je vous souhaite à vous et à vos proches un très bon week-end. À bientôt.